Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre journal. C'est ce matin que commence le jeûne du mois de Ramadan. Pendant une trentaine de jours, les musulmans vont donc observer le jeûne, considéré comme un moment saint et béni de Dieu. Les imams du Qodis et du Kozim l'ont annoncé hier soir. La lune a été observée à Korogo et à Bonan. De nombreux ministères et plusieurs ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire se sont réunis hier vendredi au ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Les échanges ont porté essentiellement sur le plan d'action d'évacuation du parc national du Mont Péco. Il a été décidé que les 27 000 personnes vivant dans cette zone soient délocalisées. Une opération d'évacuation qui va cependant coûter cher à l'État et aux partenaires financiers. Ils devront débourser un peu plus de 1,4 million francs, 1,4 milliard de francs CFA. Le reportage de Ben Touré, commenté pour vous par Hugues Hervé Blé. Vivant depuis près de 12 ans dans la forêt du Mont Péco, dans la région du Guémont, 27 000 personnes seront bientôt évacuées. Ce sera dans le cadre du plan d'action d'évacuation du parc national du Mont Péco. Un plan chiffré à plus de 1,4 milliard de francs CFA. Réunis avec les ambassadeurs, le ministre d'État, le ministre de la Sécurité, le ministre chargé de la Défense et celui de la famille, de la femme et de l'enfant, ont pu apprécier la mise en œuvre de ce programme qui s'achèvera au mois de novembre. Ce plan a démarré par une phase de sensibilisation et de reprofilage. Et ce plan va continuer avec les phases de préparation de l'évacuation et de l'évacuation proprement dit dans les mois de juillet et août. Composé majoritairement de Burkinabés, les 27 000 personnes à évacuer ne seront pas laissées pour compte. Le plan prévoit que pour une bonne partie, ces personnes repartent dans leur pays d'origine et pour l'autre partie, des sites seront aménagés pour leur prise en charge sur le territoire ivoirien. Parce qu'il y a des Ivoiriens également dans ce parc. Il y a plus de 90% de personnes d'origine du Burkina Faso. Nous avons travaillé avec les autorités burkinabées sur ces questions. Elles sont en tout cas en phase avec nous. Le président du conseil régional du Guémont a traduit sa reconnaissance au chef de l'État pour cette décision courageuse. Il dit prendre son bâton de pèlerin pour la réussite de l'opération. La Côte d'Ivoire veut être autosuffisante en riz et elle s'en donne les moyens. L'Office national pour le développement du riz a mis en place une stratégie qui couvre la période 2012-2020. L'objectif étant d'atteindre 2 millions de tonnes par an avant 2016. Une mission conduite par le directeur général de l'ONDR a alors sillonné plusieurs localités du pays pour expliquer aux acteurs de la filière cette stratégie. C'est un commentaire de nos confrères de RTI Boaké. Entre 2011 et 2013, la production de riz en Côte d'Ivoire est passée de près de 600 000 tonnes à 1 200 000 tonnes par an. Conséquence, les importations en riz ont baissé de 35% l'année dernière. C'est le fruit de la stratégie nationale de développement du riz initiée par l'ONDR depuis 2012. Si les riziculteurs ivoiriens maintiennent le cap, on pourrait passer à 2 millions de tonnes de riz en 2016. Une stratégie qui vise à offrir aux consommateurs du riz de qualité et à moindre coût d'une part et à un prix rémunérateur aux producteurs d'autre part. Une mission de l'ONDR pilotée par son directeur général Dambélé Yacouba a sillonné des zones de production telles que Yamoussoukro, Fekese-Dougou, Korogo, Bundiali et Boaké. Cela pour expliquer aux acteurs de la filière la nouvelle politique de l'État en ce qui concerne le riz. Une politique basée sur un nouveau type de contrat entre tous les acteurs. Dans cette relation contractuelle, le producteur s'engage à livrer sa production de paddy à une usine. L'usinier s'engage à mettre en place au niveau des producteurs ses besoins de semences, d'engrais et d'herbicides. Et cette relation contractuelle comprend aussi le grossiste. Ensuite, vous avez le banquier qui va se mettre dans la danse. Tout ce monde-là sera en relation et il y a une interdépendance qui fait que c'est un groupe qui va travailler pour satisfaire les besoins de chacune des parties. L'ONDR a subdivisé le territoire national en 48 pôles de développement répartis sur 10 zones de production. Avant 2015, l'État va construire 60 unités de transformation de riz d'une capacité de 10 000 tonnes par an chacune et 30 autres usines de 25 000 tonnes l'an pour chacune dans les différentes zones.
La stratégie nationale de développement du riz va coûter chaque année 1,2 milliard de francs CFA. L'apport des opérateurs privés s'avère donc nécessaire. Dans le cadre de la vaste opération de drainage d'eau de ruissellement dans le district d'Abidjan, les sites à risque dans la commune de Cocody ont été visités hier vendredi par Mamadou Sanogo. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme s'est rendu dans les quartiers sinistrés. Résultat, il promet passer incessamment à la démolition des installations sur les caniveaux, empêchant les eaux de pluie de circuler normalement. C'est ce que nous dit Doidé Lazer. Agou Leao habite la cité Terre d'Afrique dans la commune de Cocody. Depuis le début de la saison pluvieuse, chaque jour, il passe des nuits blanches. Son habitation est régulièrement inondée à cause des eaux de ruissellement en provenance de la Palmeraie, un autre quartier de Cocody, durement frappé par les effets des pluies diluviennes. Il n'y a pas de caniveau depuis que nous sommes arrivés ici. Quand il pleut souvent, aller au travail même c'est dur. Ça nous met mal à l'aise. Ça vient avec le sable et ça rentre même partout dans les maisons. Dans le prolongement de la cité Terre d'Afrique, une autre cité appelée la Verdoyante. Ce quartier souffre également des eaux de ruissellement, la cause toujours liée au manque de canalisation et mieux aux caniveaux bouchés et même inexistants. Chacun est conscient, quand il vient bâtir une maison, il doit prendre ses responsabilités pour respecter les règles en vigueur. Là où les règles n'ont pas été respectées, nous on ne s'opposera pas à ce que les travaux d'aménagement soient faits pour le bien de la majorité des résidents. La situation devient inquiétante à chaque goutte de pluie. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo, en visite terrain sur les lieux, entend mettre fin à l'anarchie dans cette cité. Ici, le site est devenu finalement une sorte de cuvette, parce qu'en aval, il nous revient que même là-bas aussi, il y a eu des bâtiments qui ont été construits sur le passage des eaux. Et nous ferons en sorte qu'à l'avenir, ces situations n'arrivent plus. Les spécialistes qui sont ici trouveront les solutions idoines au problème en tout cas qui est posé spécifiquement à ce quartier. Depuis le mercredi 25 juin, le gouvernement ivoirien a décidé la démolition de toute installation sur les passages d'eau afin de réaliser un drainage efficace dans le district d'Abidjan. Objectif, circonscrire les dégâts liés aux inondations dans les quartiers des communes d'Abidjan. Un mot de santé dans ce journal. Le gouverneur du district d'Abidjan a remis hier matin du matériel médical au CHU de Cocody et du matériel didactique à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Du matériel acquis grâce à la coopération entre la ville de Nice et le district d'Abidjan. Reportage par Gassoro Kone, Franck Quadion. Un vidéoprojecteur, des médicaments de première nécessité, composés d'antibiotiques et d'anti-inflammatoires. Ce sont entre autres les dons faits par le gouverneur du district d'Abidjan à l'université Félix Houphouët-Boigny et au centre hospitalier universitaire de Cocody. Un geste pour appuyer les actions sociales du gouvernement ivoirien en faveur des populations. Je voudrais saisir l'opportunité pour remercier le chef de l'État d'avoir favorisé nos rapports avec Nice. Sa volonté est de contribuer à faire en sorte que notre coopération soit active, pragmatique et donne des résultats palpables. Ces dons sont les fruits d'une coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et la ville de Nice. Pour les bénéficiaires, c'est un ouf de soulagement. Et monsieur le gouverneur, dont l'attachement à la promotion de l'enseignement supérieur et à la recherche est connu de tous, a bien voulu offrir ces ouvrages à notre université pour nous permettre de former des jeunes compétents et compétitifs. La cérémonie de ce jour intervient dans un contexte actuel où notre établissement opère de profonds changements au plan de l'infrastructure et de son organisation pour répondre aux attentes des populations. Plus de 300 ouvrages et du matériel médical qui vont renforcer les capacités des structures bénéficiaires en matière didactique et sanitaire. Le reportage de Gassoro Kone était plutôt dit par Doidé Lazer. Le retour de la BAD à Abidjan est imminent. Les instances décisionnelles de la Banque africaine de développement à Abidjan devraient revenir dans notre pays dans les mois à venir. Dans les 2 mois à venir, ce sera en tout cas avant le prochain conseil d'administration de l'institution qui se tiendra ici sur les bords de la lagune Ébrié. Les éclairages d'Adama Kone. La page de la relocalisation de la Banque africaine de développement, BAD, à Tunis est définitivement tournée.
Le prochain conseil d'administration de la banque a lieu à Abidjan en septembre prochain. Ce sera alors le début des activités du groupe à son siège d'Abidjan après 11 années de relocalisation à Tunis. Le jeudi 26 juin, le conseil d'administration a fait ses adieux au gouvernement tunisien avant de tenir sa dernière réunion à l'agence temporaire de relocalisation. Désormais, les membres du conseil ont 2 mois pour prendre fonction à Abidjan. Mais avant cette échéance, le président et le vice-président de la BAD sont annoncés dans la capitale économique ivoirienne dans les prochains jours. Les quelques 2000 travailleurs de l'institution occuperont les immeubles du Centre de commerce international d'Abidjan, CCIA, et du siège de la BAD dans la commune du Plateau. Les experts de la Banque mondiale ont rendu public hier leur rapport sur l'emploi des jeunes en Afrique subsaharienne. C'était au cours d'une cérémonie qui a eu lieu ici à Abidjan, mais suivie par 4 autres pays par visioconférence. Le secteur agricole, l'adéquation entre la formation et l'emploi, ainsi que l'instauration de partenariats publics-privés ont été mis en exergue. Les experts sont tous d'accord sur un fait, l'éducation détermine en grande partie les opportunités d'emploi. Francis Boifo. Les conclusions de l'étude des experts de la Banque mondiale sur l'emploi des jeunes en Afrique subsaharienne, présentée ce vendredi, indiquent qu'entre 2015 et 2035, il y aura chaque année 500 000 jeunes de 15 ans de plus que l'année précédente. Une importante population pour laquelle des politiques hardies d'insertion doivent être élaborées. Il est important que l'État s'assure que ce soit des politiques éducatives de qualité qui sont pertinentes et qui permettent d'équiper les jeunes avec les compétences qui les rendent employables ou capables de créer leur propre emploi. La deuxième chose, c'est l'amélioration du climat des affaires. Et le secteur privé est le moteur de la croissance économique. C'est le secteur privé qui crée des emplois. Le troisième élément, la population croît de manière très forte. Évidemment, par conséquent, il y a toujours une demande très forte sur le marché du travail. L'adéquation entre la formation et l'emploi reste une préoccupation pour l'ensemble des pays concernés. En Côte d'Ivoire, les autorités veulent y apporter des solutions. J'attends donc que les partenaires techniques et financiers appuient le ministre de l'Enseignement supérieur à faire en sorte qu'à l'enseignement supérieur, nous ayons une formation de qualité, adaptée au marché de l'emploi national, régional et pourquoi pas mondial. La création d'entreprises à haute intensité de main-d'œuvre, l'élargissement des marchés régionaux, l'augmentation de l'accès au crédit et l'amélioration de l'environnement des affaires sont entre autres solutions envisagées par les experts. Reportage signé Bertin Guesson et Francis Boifo. Rendons-nous maintenant au nord du Mali, à Gao précisément. Après une courte période de panique, la vie reprend progressivement son cours dans la ville. Le calme est de retour à Gao après une courte période de panique. Plusieurs centaines d'habitants avaient fui la ville, craignant d'arriver de mouvements rebelles qui venaient d'infliger une lourde défaite à l'armée malienne à Kidal. Ils regagnent progressivement leur domicile. Au marché d'Amiens Boiteux, au cœur de Gao, l'activité reprend normalement, même si elle est encore quelque peu affectée par la situation à Kidal. Les gens sont fatigués, parce que la route de Kidal n'est pas libérée d'abord. Ah, pourquoi les gens n'achètent pas? Il n'y a pas d'argent, parce qu'il n'y a pas des activités, les gens ont peur d'aller là-bas et revenir. À Diadara, à la périphérie de Gao, les cultivateurs et les pêcheurs, eux aussi, sont de nouveau à pied d'œuvre. Ce père de 9 enfants fait du jardinage. Il est soulagé d'avoir repris son activité. C'est notre travail qu'à chaque fois on fait, c'est ça qu'on nourrit notre famille, nos enfants. À la radio Fitia, le téléphone sonne sans cesse. De nombreux habitants de Gao qui ont regagné leur maison appellent pour participer au programme phare de la chaîne. J'ai fait musique ambiance chaque 11h ici à Radio Fitila. Et vous mettez toutes sortes de musique? Oui, chaque musique que tu as demandé, on va te mettre ici, il est là. Toutes sortes de musique? Oui, toutes sortes de musique, même chinois si tu veux, on va mettre ça. Fitia en langue songhai signifie lampe tempête. Le promoteur de la radio se fixe un objectif, œuvrer pour la paix à Gao. Nous éduquons la société pour avoir une société saine.
quand il y a une société saine, je pense que les têtes seront lavées. C'est parce que la société est impure que vous avez vu des gens venir nous imposer d'autres choses. Alassane, 56 ans, père de 2 enfants, appelle les habitants de Gao au calme. Il leur demande aussi de dénoncer toute présence djihadiste dans la ville. Direction la Mauritanie, où je vous invite à découvrir l'opposant Biram qui fait une percée sur la scène politique. Biram Da Abeid, invité sur le plateau d'une chaîne privée de Nouakchott, en direct à une heure de grande écoute. Depuis la présidentielle de samedi, le militant anti-esclavagiste a changé de statut. C'est désormais une personnalité incontournable dans son pays. Toute la semaine, des journalistes se sont donc succédés au siège de campagne de Biram Da Abeid. Pourtant, avec 9% des voix, il est arrivé loin, très loin derrière le président sortant, qui a obtenu 82% des suffrages. Mais Biram Da Abeid s'enorgueillit d'avoir attiré sur son nom, lui, le descendant d'esclaves, le Haratine, 60 000 voix. Plus de 60 000 personnes, citoyens mauritaniens, sont debout à côté de Biram Da Abeid pour aboutir le projet d'une Mauritanie démocratique, le projet d'une Mauritanie égalitaire, le projet d'une Mauritanie de justice, le projet d'une Mauritanie pacifique. Après le scrutin de samedi, l'équipe de campagne reste en place. C'est vrai qu'elle était constituée de militants de l'Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, l'association anti-esclavagiste que Biram Da Abeid a créée avant de fonder un parti. Toute la classe politique, mais surtout le pouvoir, les institutions de l'État, ils doivent reconnaître et notre ONG ERA Mauritanie, qui a été interdite dès sa naissance, et notre parti, le Parti radical pour une action globale, le RAG, qui a été lui aussi interdit dès sa constitution. Le boycott de l'opposition a-t-il laissé un boulevard à Biram Da Abeid pendant la présidentielle? L'intéressé balaie l'argument. Pour lui, pouvoir et opposition ont en commun d'ignorer le sort des négros mauritaniens, un déni dont il a fait son discours de campagne. Cette bataille sera la bataille de la réhabilitation de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont péri ici à cause du racisme, qui ont péri à cause de l'esclavage, qui ont péri à cause de l'arbitraire. Le pouvoir l'accuse de menacer l'unité nationale. Juriste et historien, lauréat d'un prix des Nations Unies pour les droits de l'homme, Biram Da Abeid maintient que la Mauritanie est loin de garantir l'égalité à tous ses citoyens, même si l'esclavage est officiellement aboli depuis 30 ans et sa pratique criminalisée depuis 2 ans. Merci d'avoir suivi ce journal. Très bonne journée de samedi sur la chaîne qui rassemble.